Bonjour le jeune, ça va bien? Ça n'a pas été long mon ami, hein? Tout de suite, aussitôt que j'ai parlé de ce disque-là, tout de suite, ça a fait de la chicane. Tout de suite, c'était « Ah, comment t'oses parler d'un groupe que avec l'ancien chanteur, c'était bien meilleur, puis tout ça. » Puis tu vas tout le temps entendre parler de ça. Quand tu vas entendre parler de Genesis, c'est le seul groupe qui est comme ça. Parce que c'est un groupe controversé. Et je vais t'expliquer pourquoi. Même 60 ans plus tard, la chicane t'offre encore. Fait que je vais tout de suite te parler de Genesis. Je voulais te parler de ça une autre fois. Je voulais te parler de ça plus tard, pas tout de suite, mais là, j'ai pas le choix. Comme tu peux voir, tout le monde s'en mêle. Fait qu'on va parler de ce groupe-là. C'est un groupe qui s'est rencontré, les membres de ce groupe-là se sont rencontrés au secondaire. Après ça, ils sont allés au collège ensemble. Puis là, je pense qu'il n'y avait même pas 20 ans qu'ils ont sorti ce disque-là. Ça, c'est un super bon disque. Ça s'appelle Trespass. Il y en a eu un autre avant, mais personne n'en parle. Il était trop jeune. Mais là, il commence vraiment à être sérieux. Là-dessus, Phil Collins, il n'est pas encore à la batterie. C'est un autre qu'on n'entend plus parler. Et à la guitare, c'est pas encore Steve Hackett, c'est Anthony Phillips, qui est le guitariste original de Genesis. Puis il est très très bon, sauf qu'il a abandonné parce qu'il n'était pas capable, il n'aimait pas ça faire des spectacles. Il n'aimait pas ça aller sur une scène, parce qu'il y en a qui ne sont pas capables. Alors ça, c'est mon premier Genesis, que je trouve que c'est un vrai Genesis. Très très bon album. Après ça, ben là, le guitariste, il a fallu qu'il lâche, puis le drummer aussi. Le drummer, je ne sais pas pourquoi. Ils sont allés chercher Phil Collins et Steve Hackett à la guitare. Alors, ce disque-là, ça, c'est le premier Genesis que j'ai écouté de ma vie. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'aimer ce groupe-là. Beaucoup de temps. Puis je vais vous dire, il y a des tunes. Le monde est chiale contre Phil Collins, mais ouais, il y a beaucoup de chansons, de pièces musicales, de morceaux avec Gabriel que j'aime pas. Puis on va en parler de ça. Vous voyez, cet album-là, là, ça commence par une chanson qui s'appelle Musical Box. J'aime pas ça, cette tune-là. Il y a une affaire que j'aime pas, ça commence, c'est quand il décide de jouer de la guitare toutes les trois en même temps. À l'orgue, il y a une 12 cordes, le bassiste, il prend une guitare acoustique et le guitariste prend une guitare acoustique lui aussi. Là, il joue de la guitare comme trois pouilleux sur l'acide. J'aime pas ça. Ça sonne comme un genre de folklore d'une civilisation qui n'existe même pas. Tu sais, j'aime pas ça. Alors, la première tune, je ne l'aime pas. La deuxième, c'est vraiment très, très bon. Alors, encore un disque bien cheap. Bien cheap. Fait que la première tune, c'est The Musical Box. J'ai dit que j'aimais pas ça. La deuxième, c'est For Absent Friends. Très, très bonne tune de Genesis. Du vrai Genesis. Ça commençait, c'était dans l'embryon. C'est déjà un chef-d'œuvre, ce disque-là. Même si je n'aime pas la première tune. Après ça, tu as The Return of the Giant Hogweed, qui est une espèce d'histoire. Parce que dans ce temps-là, les chansons de Genesis, c'était tout le temps à partir de concepts. Alors là, le concept, c'est un explorateur anglais qui trouve une plante exotique qui la ramène en Angleterre. Et la plante, elle devient monstrueuse et ces plantes-là envahissent le monde. Très bonne histoire, mais j'aime pas ça tant que ça. C'est pas encore du Genesis très élaboré. L'autre côté, face B, Seven Stone. C'est génial, cette chanson-là. C'est vraiment génial, mais comme je dis, c'est de la musique que ça prend du temps avant de comprendre un peu le concept et où les gars veulent en venir. Mais une fois que c'est saisi, c'est tout le temps bon d'aller les voir en spectacle, mais là, ils sont trop vieux, ils ont 80. Phil Collins est rendu comme Joe Biden. C'est fini. Gabriel pourrait revenir, ça serait le temps, là. Il pourrait refaire une dernière tournée de Genesis, mais ils le font pas. Puis ça, c'est bien bizarre. Ce groupe-là, on dirait qu'ils se sacent de leur public, qu'ils s'en foutent de ce qu'ils veulent. Pour vrai, là. OK, la deuxième sur ce disque-là, c'est Harold the Barrel, une pièce comique, mais très, très bien faite aussi. On entend aussi Phil Collins qui commence à faire des voix avec Peter Gabriel. Peter Gabriel, c'est le chanteur. Après ça, tu as Harlequin. Ça, c'est typique Genesis. C'est vraiment une tune de Genesis. C'est vraiment compliqué de la façon qu'ils figurent leur harmonie, ce groupe-là. Surtout Tony Banks au clavier. Lui, il a compris l'harmonie très de bonheur. Très, très de bonheur.
Il va juste changer une note, puis ça va changer tout le concept à l'envers, toute l'harmonie au complet. C'est vraiment un génie, ce gars-là. Genesis, ça a été surtout, ça a pogné beaucoup à cause du clavier, les orgues Hammond et tout ça. La basse était tellement forte que ça rentre dans le corps humain. Ça fait vibrer le corps humain. Donc, c'était un genre d'expérience psychique, Genesis. Personne ne parle de ça parce que personne ne l'a remarqué. Et la dernière, du deuxième côté, c'est Fountain of Salmacis. Si tu as juste une pièce à écouter sur ce disque-là, écoute celle-là. Ça, c'est typique Genesis, mystique, avec des histoires bibliques dignes de la Grèce antique, racontées de manière psychédélique. Ça sort du cerveau de Gabriel, le concept, et la musique, ça part pas mal de Tony Banks au clavier. Tony Banks au clavier qui est un peu soupe au lait. Un gars, là, c'est le plus straight du groupe. C'est lui qui fait la loi, un ego immense. On va y revenir. Après ce disque-là, ici, Nursery Crime. Pas besoin de vous dire que ça n'a pas pogné tout de suite. Ça a commencé à pogner en Italie en premier. Et là, Genesis, ils ont été pognés pour aller en Italie, pour faire des spectacles là-bas, pour faire la promotion de leur disque. Donc, ça leur a coûté une beurrée. Et comme n'importe quel groupe, il faut tout le temps qu'ils se fassent connaître ailleurs que dans leur pays d'origine. Avant que le pays d'origine décide « Ah, ben ils sont bons, les autres, ils l'aiment. » Ça arrive souvent. Après ça, ils ont sorti ce disque-là ici, Foxtrot. C'est vraiment écœurant. Ça, c'est vraiment un disque écœurant. Encore une fois, on va procéder à la révision des tunes. Un autre disque de qualité ultra cheap. Okay. La première tune ici, c'est Watcher of the Skies. C'est un genre d'entité au-dessus des nuages qui regarde la Terre s'entretuer, les humains s'entretuer et il dit que c'est la fin puis tout ça. C'est vraiment très sauté. Après ça, tu as Timetable. Après ça, Get Them Out by Friday. Ça, c'est l'histoire d'un gouvernement qui décide de réduire la taille des logements de 8 pieds à 6 pieds pour en loger 2 fois plus. Un concept dystopique qui sort de la tête de Gabriel encore. Que j'aime pas tellement cette chanson-là. C'est trop, il y a trop de thèmes différents. C'est décousu. Après ça, Can Utility and the Coastliner, c'est vraiment une belle chanson. C'est la dernière pièce du premier bord. Très bien faite. Gabriel, il chante vraiment. Gabriel, c'est vraiment un as. C'est vraiment un bon groupe. Ce disque-là, je le recommande à toi, le jeune, là, avec Peter Gabriel, Genesis, Foxtrot. Écoute ça. Ça, c'est vraiment un bon disque pour aller à la SQDC. Puis là, on arrive au deuxième côté. Il y a la première pièce, c'est Horizon. Ça, c'est une pièce de Steve Hackett qui s'est basée sur une pièce de Bach. Et après, c'est la pièce Supper's Ready. Supper's Ready, c'est un gros classique de Genesis. C'est une pièce qu'on parle beaucoup encore maintenant. Sauf que ça commence avec le concept des 3 guitares encore. 3 guitares de pouilleux sur l'acide. Ça m'énerve ce concept-là. J'aime pas ça. Mais après l'intro, ça commence vraiment à être sérieux et ils vont abandonner ça de plus en plus de cette espèce d'histoire de jouer 3 guitares en même temps, que c'est même pas nécessaire. En tout cas, moi, j'aime pas ça. Après Supper's Ready, ils vont le faire moins, ça. Quel album! Quel album! Je vous le remonte une dernière fois. Foxtrot. Quel album! Ça, j'aimerais ça vraiment écouter ça remixé. Avec de qualité. Après ça, ils ont sorti cet album-là ici. Genesis Live. Genesis Live, et ils ont sorti ça sans la permission du groupe. Ça a l'air qu'ils étaient bien déprimés quand ils ont sorti ça, mais je vous dis, c'est un très bon disque. Ça commence par Watcher of the Skies, qu'on a parlé tantôt. Très belle version en concert. Après ça, Get Them Out by Friday, que je viens de dire que j'aimais pas ça tellement. Il n'aurait pas dû mettre ça. Après ça, The Return of the Giant Hogweed, que j'aime pas ça tellement non plus. Même si c'est bien fait, le jeune. Si je dis que j'aime pas ça, ça veut pas dire que toi, t'aimeras pas ça. Ça veut pas dire que c'est pas bon. C'est tout bon. Sauf qu'il y a des pièces que j'ai trop écoutées, puis que j'aime plus,
Ou que en vieillissant, je vois que c'était pas qu'est-ce que je pensais, tu sais, des trucs comme ça. Et il y a aussi le concept dans la vie, toi le jeune, t'es jeune. Fait que qu'est-ce que tu veux, c'est écouter de la musique fort, puis bouger, quelque chose qui brasse, puis quelque chose de simple. Quand tu vas vieillir, tu vas remarquer qu'il va commencer à te pousser du poil dans les oreilles. Et ces poils-là, que ça fait que tu as le goût que ça soit moins fort, puis qu'il y ait plus de notes, puis que ça soit plus compliqué. C'est moins simple, mettons. Alors, dans l'autre côté, ça commence par The Musical Box, que j'ai dit que j'aimais pas. C'est encore l'histoire des 3 guitares de Pouilleux. Et la dernière pièce du deuxième côté, c'est The Knife. The Knife, que j'ai oublié de dire tantôt, qui apparaît en studio sur le premier album, c'est-à-dire leur deuxième album et leur premier album réel de Genesis. La dernière pièce du deuxième côté, c'est The Knife aussi, mais en studio. Vraiment une très très bonne version de ça. Qui est aussi bonne sur le disque Genesis Live, et à la batterie, c'est Phil Collins maintenant, et à la guitare, Steve Hackett. Steve Hackett qui ne devient pas encore un compositeur important dans Genesis. Ça aussi, c'est une histoire qui va venir plus tard. Là, je vais me faire décapiter. Après Genesis Live, ils ont sorti ce disque-là. Selling England by the Pound. Je l'aime pas, ce disque-là. Je l'aime pas, ce disque-là. Faites ce que vous voulez. C'est un disque que j'aime pas. On va y aller une par une. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime pas. J'aime pas la pochette. J'aime pas la couleur. J'aime pas... Il y a plein de monde qui aime Genesis, que c'est leur meilleur groupe, qui dit c'est ça le meilleur disque. Mais moi, je n'aime pas ça. La première chanson, Dancing with the Moonlight Night. J'aime pas ça. J'aime pas cette chanson-là. J'aime pas ça. Après ça, il y en a une pire. I Know What I Like. Ça, c'est commercial, là. J'ai jamais aimé cette pièce-là. Même je pensais que c'était du nouveau Genesis. J'en reviens pas comment la mélodie est... J'en reviens pas comment c'est plate, cette tune-là. C'est une tune commerciale plate. Donc Genesis ont le secret parce qu'ils en ont fait des plates. Ils en ont fait des plates Genesis. Ils en ont fait des très très plates. Et je vais en parler quand Collins va arriver. Parce qu'il en a fait encore plus de plates. Je ne l'aime pas. Après ça, tu as une pièce qui s'appelle Fourth of Fifth. Ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est très, très bon. Mais je trouve que l'introduction, elle n'aurait peut-être pas d'affaire là-dedans. Décapitez-moi, c'est correct. Moi, c'est mon avis. Et, encore, le jeune, là, je te le dis, c'est pas parce que je dis que j'aime pas ça que c'est pas bon. C'est tout bon. C'est tout très bon, mais avec Genesis, on arrive à un niveau qu'on peut commencer à critiquer, même si c'est tout le temps bon. Parce que tout le monde analyse ce groupe-là, c'est un groupe controversé. C'est un groupe qui fait de la chicane. Après ça, tu as une pièce qui s'appelle More Fool Me, et c'est Phil Collins qui chante. Il chante quasiment comme un enfant. Ça va, on dirait que c'est un enfant qui chante tellement qu'il est jeune là-dessus. C'est vraiment une super belle chanson, guitare et voix. More Fool Me. Très très bonne pièce, c'est la dernière du premier bord. Après, on arrive au deuxième côté. Attention. Il y a la première pièce, c'est The Battle of Epping Forest. Ça, c'est une des meilleures pièces de Genesis de tous les temps. C'est tellement bien fait. Il y a plein de polyrythmies. Les harmonies sont incroyables. Gabriel, là-dedans, c'est un génie. Ce disque-là, juste pour cette pièce-là, ça vaut la peine. The Battle of Epping Forest, la première du deuxième bord. C'est vraiment écœurant, c'est une de mes meilleures. Ordeal. Après, c'est After the Ordeal, c'est une pièce musicale, piano, guitare, que j'aime pas. J'aime pas ça du tout, je trouve que c'est du remplissage. J'aime pas cette chanson. Et ça finit sur un fade-out, c'est-à-dire qu'on entend le son, puis là, le son diminue, il n'y a pas de fin. Ça, c'est vraiment, ça prend l'imagination d'un petit poids pour faire des finales comme ça. Je déteste. Et pour finir, The Cinema Show. Cinema Show, c'est la dernière pièce qu'ils sont 3 guitares en même temps. Et ils jouent les 3 comme des pouilleux sur l'acide et la mescaline. J'aime pas ça.
J'aime pas ça. Le bout musical après, très impressionnant, mais surévalué à mon sens. Mais c'est écœurant. C'est super bon, là. C'est juste que moi, je critique. Voyez, là, Gabriel, ce sont pas toutes bonnes, ces tunes. Puis Gabriel, c'est pas Genesis. Gabriel, c'est un élément central, mythique de Genesis, mais c'est pas Genesis. Quand il est tout seul, Gabriel, c'est pas bon. Moi, j'aime pas ça. Sauf que pour composer des contextes, des ambiances, faire des histoires vraiment très originales, composer des paroles, chanter, c'était un as. Et cela encore, Gabriel devrait retourner avec Genesis. La place est libre. Qu'est-ce qu'il attend? Il pourrait faire 3 stades olympiques juste à Montréal. 3 soirées, le stade plein, c'est sûr et certain, et c'est officiel. Après ce disque-là, que j'ai dit que j'aimais pas, malgré qu'il est génial, c'est sûr, ils sont allés faire celui-là ici. Puis là, je vais en manger toute une parce que je connais beaucoup de monde qui l'aime, ce disque-là. Ça, c'est le dernier Genesis qu'ils ont fait avec Peter Gabriel. La tension était pas mal à son comble, puis ça sent la fin d'une époque. Ça sent la fin du groupe, ça sent la tension. Gabriel se séparait du groupe pour aller écrire ses histoires et ses paroles tout seul, pendant que le groupe pratiquait la musique. Il y avait un conflit avec le guitariste, parce que le guitariste trouvait qu'il n'y avait pas assez d'espace pour mettre sa guitare dans ces compositions-là. Moi, je trouve que ce disque-là, on le voit à l'endroit, là, je vais le montrer à l'envers. Ce disque-là, je trouve qu'il y a juste la moitié qui est bon là-dedans. Puis on va le faire pièce par pièce encore. La première pièce de Lamb Lies Down on Broadway sur le premier côté, première face. J'aime pas ça. Je trouve que ça sonne, je trouve que ça ressemble à de la musique de commercial, d'annonces de compagnies aériennes. Des annonces d'avion, comme Air Canada, là. Ça me fait penser à ça. J'aime pas ça. Je l'aime pas, ce truc-là. Après ça, Fly on a Windshield. Ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment bon. C'est le début, c'est une mouche. Il parle d'une mouche, puis la mouche a fini qu'elle s'écrase sur le pare-brise d'un char en mouvement. L'histoire est super compliquée. Moi, je trouve que c'est bien trop... Quand tu vas à SQDC puis t'en fumes un, là, c'est bien bon, puis à la fin, tu sais, c'est fini, là, tu sais, ben ça ressemble à ça, l'histoire de ça. Ça ressemble à une fin de Buzz. C'est vraiment la fin de la première incarnation de Genesis. Je trouve ça triste, je trouve que c'est un album triste. Mais il est bon, là, un instant. Donc, Fly on a Windshield, très bon. Après ça, quand la mouche s'écrase sur leur pare-brise, ils entonnent la pièce de Broadway Melody of 1974. Ça, c'est du vrai Genesis. Tassez-vous de là, là. C'est les gros... la grosse rythmique. Phil Collins est très bon là-dedans. Puis lui, il est bon pour inventer des... Il est bon pour inventer des rythmes, des beats qui n'existent pas ailleurs. Il est très important dans Genesis, ce gars-là. Très important. Et on le voit dans cette pièce-là, qui est du vrai Genesis majeur. Donc, à date, 2 bonnes pièces pour une que j'aime pas. La troisième, c'est Cuckoo Cocoon. C'est bon, mais je trouve qu'il aurait pu peut-être la mettre sur un autre disque. Ça, si c'était juste un disque, ce serait le meilleur Genesis. Mais il y a comme du remplissage. Puis il y a un malaise. Alors, Cuckoo Cocoon, c'est bon, mais il y a du bien meilleur là-dessus. Après ça, tu as In the Cage. On est tout le temps sur le premier bord, là, la première face. In the Cage, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre, une composition remarquable. Ils l'ont fait longtemps en spectacle. Quel spectacle, quelle pièce, c'est vraiment de l'imagination. Genesis se sont surpassés là-dedans. Vraiment une très bonne pièce. Et après ça, c'est The Grand Parade qui va fermer la première face. The Grand Parade, une très très bonne pièce aussi, du vrai Genesis. Gabriel, il est excellent là-dedans. La très bonne musique. Après ça, on se dirige vers la deuxième face. La première pièce, ça s'appelle Back in New York City. Ça, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas cette pièce-là. Ça, c'est quelque chose qui aurait dû être scrappé de l'album, qui aurait jamais dû apparaître sur aucun album. J'aime pas ça. Je suis désolé, j'aime pas ça.
Après ça, c'est la pièce Earless Heart. Ça non plus, j'aime pas ça. C'est déprimant. Un texte à coucher dehors. On sent qu'ils sont pas ensemble. C'est ça l'affaire. C'est ça qui est plate. Ça me fait penser à The Wall. Là, tu sais. C'est tout le temps le dernier disque. The Wall aussi, c'est le disque qui a fait péter Pink Floyd. Ça, c'est un disque qui fait péter des groupes aussi. Après ça, c'est I'm Counting Out Time. Ça non plus, j'aime pas ça. C'est le type de Genesis que j'aime pas. C'est du remplissage. C'est une chanson, tu sais. Pour la deuxième face, il y a juste une toune de bonne. C'est The Carpet Crawler. Et ça a été leur succès commercial insistant. Un succès commercial immense. Immense. Ça a fait le tour du monde, cette tune-là. Fait que le jeune, je t'encourage à écouter ça. C'est toute de la bonne musique, là. C'est toute de la bonne musique, ça c'est sûr. On arrive à la phase 3. Là, la première pièce, c'est Lillywhite Lilith. Ça, c'est du vrai Genesis. Du vrai, très pesant. Du Genesis pesant, heavy, très intéressant. Après ça, c'est The Chamber of 32 Doors. J'ai pas mes lunettes, là, fait que je vois mal, puis c'est écrit petit. Je pense que c'est 32 portes qu'il y a seulement. Ça, c'est une petite aubade improvisée que le claviériste Tony Banks détestait. Parce que Tony Banks, il n'aime pas ça, l'improvisation. Fait que quand c'était le temps de faire ça en spectacle, lui, il mangeait ses bas, il déteste qu'est-ce qui n'est pas prévu. C'est pas un musicien d'impro, pas en tout. Tony Banks, c'est un gars de classique total. Tu peux pas avoir plus classique que ça. Sauf que Genesis sont bons quand ils sont ensemble. Quand ils se mettent à faire des disques solos, c'est pas bon. Peut-être Phil Collins, si tu aimes le commercial, tu vas l'aimer en solo. Gabriel en solo, c'est pas bon. Collins, j'aime pas ça en solo. L'autre, Tony Banks, il a fait des disques solo lui aussi, je pense qu'il en a fait 2. Ça m'intéresse pas. Il y a Steve Hackett qui a fait des grosses choses en solo parce que le reste du groupe ne voulait rien savoir de ses compositions. On y revient plus tard là-dessus. OK, après The Chambers of 32 Doors, il y a une pièce qui s'appelle Anyway. Ça, c'est plate. Ça, c'est vraiment plate, là. Je trouve que c'est la tune la plus plate avec Gabriel de toute Genesis. Ça, c'est du remplissage, ça devrait pas être là. Là, il commence à avoir autant de tunes que j'aime pas que de tunes que j'aime. Et les tunes que j'aime là-dessus, c'est des chefs-d'œuvre. Faites attention à ça, là. Après ça, tu as The Supernatural Anesthesist. Ça non plus, je trouve pas ça bon. Je trouve vraiment pas ça bon. À part les 2 premières pièces sur la 3e face, c'est bon, mais c'est pas comme ça devrait être. Il y a bien des pièces qui ne devraient pas être là. Après ça, tu as une pièce qui s'appelle De Lamia. Encore là, c'est quelque chose que j'aime pas. C'est bien trop déprimant. Ça sonne fin de règne. C'est pas joyeux, tu sais. Genesis, c'est supposé être de la musique de lutin qui t'amène au ciel, là, tu sais, carré. Gabriel, à un moment donné, les gens allaient voir ça, puis ils pensaient que c'était l'ange Gabriel. Ça allait très loin, leur affaire. Alors, De Lamia, je trouve ça pas bon. Silent Sorrow in Empty Boats. Là, ça m'achève. Ça, c'est vraiment de la grosse déprime. Tu me dirais, là, tu l'entendrais plus jamais de ta vie, cette tune-là, puis ça me ferait rien. Puis c'est probablement ça qui va arriver. Ce disque-là, quand je le mets, je l'écoute au complet. J'ai encore cette mentalité-là. Toi, le jeune, tu fais pas ça à cause des MP3. Vous êtes habitué d'écouter 3 tunes, puis vous passez à l'autre. Et nous autres, on faisait pas ça. On mettait un disque, puis on allait s'asseoir, puis on l'écoutait tout. Je m'en souviens, on allait à Montréal, on s'achetait des disques à l'échange, 3 piastres chaque. C'était de l'argent à 3 piastres dans ce temps-là comparé aujourd'hui. Puis on revenait, puis on écoutait ces disques-là toute la nuit. 2 fois de fil. Toute la gang. On voulait tout savoir, absorber toutes les notes, regarder toutes les pochettes, regarder toutes les paroles. On voulait tout savoir ça. Fait qu'aujourd'hui, les gens ne payent plus pour la musique, donc ça a moins de valeur en partant. Quand j'avais ton âge, le jeune, là, la musique, c'était vraiment important. Le monde parlait de ça tout le temps. 4e face, ça commence avec The Colony of Slipperman. Ça aussi, c'est un chef-d'œuvre.
Juste pour les tunes que je dis qui sont bonnes, que j'aime, là, ça vaut la peine de l'écouter au complet. Puis c'est pas quelque chose que tu vas aimer tout de suite, le jeune. Parce que les tunes qu'on aime tout de suite, souvent, une semaine après, on les aime plus. Mais ceux que ça prend du temps à aimer, eux autres, ils vont rester toute ta vie. Ça, c'est de la musique importante. Après ça, tu as de Ray Vine. Encore là, je trouve pas ça c'est pas une pièce qui me fait dresser le poil sur les jambes, mettons. Après ça, tu as The Light Dies Down on Broadway, qui est une reprise de la première pièce que j'aime pas. Donc, vu que c'est la même pièce, je l'aime pas plus. Ils viennent à remettre la même tune 2 fois. Ça, c'est du remplissage. Ils font juste changer une couple de petites bebelles, puis les paroles, puis c'est tout. Pas correct, ça. Après, c'est une pièce In the Rapids. Je vais vous donner une idée à quel point c'est déprimant. OK. Le héros de cette histoire est sur le bord d'un ravin, et là, il voit son frère. Lui, il s'appelle Raël, comme Israël, bien sûr. Et là, il voit qu'il est en train de se noyer. Fait que là, il va le sauver. Il arrive pour le sauver, puis quand il donne la main pour le sortir de là, il voit que son visage, c'est pas le visage de son frère, c'est son visage à lui. Puis là, il est tout content parce qu'il se noie puis qu'il va mourir. C'est ça de Lamb Lies Down on Broadway. Le personnage meurt en même temps que le groupe. C'est quand même symbolique. Et ça se termine par une pièce qui s'appelle It. Ça, It. Une très bonne pièce, ça finit vraiment bien et ils l'ont repris dans un autre album qu'on va parler plus tard. Alors c'est ça de Lamb Lies Down on Broadway. Ils étaient supposés de faire un film là-dessus qu'ils n'ont jamais fait. C'est pas un album vraiment que je trouve que c'est leur meilleur. Vous voyez, Gabriel, là ça vient de finir. Le claviériste Tony Banks était tanné d'entendre les gens dire que Genesis était le groupe de Peter Gabriel. Parce que dans le fond, Genesis, c'est son groupe à lui, au claviériste. C'est lui qui prend le plus de place, même si tu vas le voir en spectacle, puis tu le vois pas. Tu le vois quasiment pas, il est assis. Fait que c'est lui le génie de Genesis. Et il dit quelque chose qui est fort juste, ce claviériste-là. Il dit, si tu n'aimes pas Genesis, parce que tu n'aimes pas moi. Si tu as un problème avec Genesis, tu as un problème avec moi. Parce que c'est vrai que c'est ces tournures harmoniques qui font distinguer ce groupe-là. Fait que là, ils mettent Peter Gabriel dehors. Là, ils sont juste rendus 4. Et là, ils ont un problème, ils n'ont plus de chanteurs. Fait que là, ils essayent une couple de chanteurs. J'ai écouté des auditions. J'ai entendu ça, des auditions de chanteurs qui essayaient de remplacer Peter Gabriel, puis c'est de la chenoute totale. Il n'y en a pas un qui était capable. Sauf que dans ces groupes-là, souvent, on va remarquer que le chanteur qui accompagne le chanteur principal chante un peu de la même manière. Pour Yes, c'est la même chose. Yes, celui qui accompagne le chanteur, c'est celui qui joue de la bass, Chris Squire. Il chante pas mal, ça ressemble pas mal, les deux, quand ils chantent. Ils se complètent. Même chose dans Gentle Giant, les voix se ressemblent. Alors, ils se rendent compte que Phil Collins, à la batterie, il chantait souvent en arrière de Gabriel. Il chante pas mal souvent dans le disque Lamb Lies Down on Broadway avec Gabriel. Et les voix se ressemblent. Alors, ils décident de s'essayer à chanter. Donc, il faut qu'il engage un autre batteur pendant que lui, il chante. Il n'est pas pour chanter pendant qu'il joue. Il pourrait, mais il ne le fait pas. Et là, c'est là qu'on voit la différence entre ce groupe-là et les autres groupes. Et c'est là que la controverse commence. Quand ils mettent quelqu'un à la porte dans Genesis, ils ne le remplacent pas comme les autres groupes le feraient. Donc, donc les membres du groupe, ils sont plus 5, ils sont 4. Là. S'ils engagent un drummer pour remplacer Collins pendant qu'il chante, ben, ils ont juste à le payer. Ils n'ont pas besoin de partager les revenus avec lui. Comprenez-vous l'astuce, là? Donc, ils engagent un batteur qui s'appelle Chester Thompson, qui a joué avec Frank Zappa. Donc, c'est un très bon musicien parce que tous les musiciens qui ont joué avec Frank Zappa, c'est des bons musiciens. Lui, on va faire une émission juste sur lui bientôt. Vous allez voir que c'est vraiment poussé son affaire. Alors, Monsieur Chester Thompson y arrive. Et ça fait des bons spectacles parce que Collins, lui, il est gaucher. Il joue comme ça. Et Chester Thompson, il joue comme ça. Alors, quand ils font des roulements, ça fait ça, comme ça, dans les deux batteries en show. C'est super spectaculaire. Rendu à ce moment-là, Genesis, il se concentre un peu plus sur le côté musical et virtuose.
Parce qu'avec Gabriel, les gens s'étaient habitués à un genre d'atmosphère théâtrale. Et lui, c'est un gars plein de charisme, Gabriel. Bourré de charisme. Vous pouvez voir des spectacles de lui. Il y en a un qui vient de sortir justement en 4K qui est excellent. C'est le spectacle inspiré pas mal de celui-là. Vous allez voir ça sur Internet. C'est écœurant, je vais le mettre en lien, le jeune. Les gens, ils s'étaient habitués à Genesis vraiment mystique et mythique, biblique, théâtral, avec Gabriel en avant, un personnage fort, charismatique, irrésistible. Et là, il tombait avec Phil Collins, un gars qui aimait plus... lui, il se déguisait pas, comme Gabriel. Gabriel, c'est les déguisements en plus, vraiment, là, quelque chose de fort. Mais lui, Collins, il se déguise pas, il aime mieux se mettre des chemises, il aime mieux des chemises hawaïennes, les morceaux de jeans en pièces, là, tu sais. Fait que le monde, il le trouve têteux. Et c'est vrai qu'il commence un petit peu Genesis commence à pogner un petit peu plus. Il commence à faire des hits qui pognent beaucoup à la radio, là. C'est plus des farces. Alors, la première chose qu'ils font ce disque-là. Trick of the Tail. Et c'est à partir de ce disque-là que le guitariste Steve Hackett se met à composer. Mais composer de manière abondante. Il se met à composer beaucoup, alors que les autres membres du groupe, ils se mettent à avoir des problèmes à trouver des idées pour finir l'album. Sauf que le guitariste, il y a plein de tunes, mais les autres, c'est comme s'il n'en voulait pas. C'est comme s'il était jaloux, ou je sais pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Steve Hackett se met à faire des albums solo, à cause que eux, Genesis, ne veulent pas avoir ces pièces-là. Des albums solo que je vous recommande et que je vais parler dans une autre émission. Donc ça connaît un gros succès. Là, je vous le recommande, là, il est vraiment écœurant, ce disque-là. Très, très bon disque. Le groupe s'en vient très pro, musicalement, des virtuoses. Surtout sa composition. Surtout sa composition. Cette version-là est idéale et je vous jure que Genesis a plus souffert musicalement en se débarrassant du guitariste de cette formation-là que du chanteur Gabriel. Ça, c'est mon opinion de musicien. Alors là-dessus, je ne ferai pas le tour des tunes parce qu'ils sont toutes bonnes. Ils sont vraiment toutes bonnes. Après, ils font ce disque-là ici, Wind and Withering. Un disque que je te recommande, le jeune, là. Ça, c'est du Genesis, mais il commence déjà à changer beaucoup. On voit l'influence de Collins et le départ de Gabriel. Et c'est le disque de Genesis que Steve Hackett a composé le plus. Très, très bon disque. Il est bon au complet. Il n'y a pas une seconde qui n'est pas bonne là-dedans. Après ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le disque Seconds Out. Le disque qu'on parlait l'autre fois, le disque qui est responsable de la création de l'émission présente. Ça, c'est un disque très fort. Je n'ai parlé l'autre fois que c'est un disque qui a été dans mon entourage toute ma vie, chez mes amis, sur ma table à café. Il a tout le temps été là, je l'ai tout le temps écouté, j'ai tout le temps trouvé ça bon. Je l'ai racheté au moins 6 fois parce qu'il était tout graffiné puis il fallait que j'en achète une autre copie. Très bon disque. Sauf qu'ils ont sorti celui-là après. Puis c'est ça l'ostination que j'ai sur Internet. C'est que je trouve que c'est le meilleur disque que j'ai jamais entendu de ma vie parce qu'ils ont tout refait. Pour cet album-là, c'est l'album que le guitariste Steve Hackett a lâché le groupe en plein mixage. À cause que le claviériste Tony Banks, qu'on parlait tout à l'heure, je pense qu'il ne l'aimait pas, Steve Hackett. Alors, quand il est parti, Steve Hackett, Tony Banks, il a décalé les guitares juste avant, juste les ralentir un peu. Donc, ils ne sont pas à bonne place où ce que l'autre il voulait. Et en plus, il a baissé beaucoup le volume quand il ne faisait pas tout simplement le couper. Mais là-dessus, ça a tout été restauré et rétabli. La guitare est très, très bonne, mais les basses, c'est comme s'il faisait des accords avec les basses du clavier de Tony Banks et les basses du bassiste aussi, qui a en plus un système de pédalier de basse, lui aussi. Donc, ils ont 2 systèmes de pédalier plus sa basse à lui. Ça donne, puis on l'entend pas vraiment sur l'autre disque, mais là-dessus, tu l'entends pas à peu près. Ça, c'est un disque que j'écoute juste dans les grandes occasions. Les très grandes occasions, tellement je veux pas l'abîmer. Pour moi, c'est le meilleur, c'est lui.
Pas lui. Ça, c'est celui avant. Ça a été remixé et ça a été enregistré à vitesse 2 fois moins vite. C'est une nouvelle technologie. Après, ils sortent cette tune-là, Spot de Pigeon. C'est comme un 45 tours, mais rallongé. Puis il y a 3 pièces dont on ne parlera pas parce que c'est vraiment pas si bon que ça. Ça a été un coup d'argent, puis c'est là qu'il commence à être capitaliste, Genesis. Dans le temps de Gabriel, il investissait beaucoup sur le décor et tout ça, puis il n'était pas connu autant, puis il n'avait pas vendu autant de disques. Mais là, il commence à être plus commercial, mettons. Et là, Steve Hackett n'est plus là. Là, ils sont juste 3. Au lieu d'engager un nouveau guitariste, ils vont engager encore un musicien de studio. Donc, tous les disques qu'ils vont vendre, ils vont séparer ça à 3 maintenant. Vous voyez, la gang, tu sais, sont crapules d'un sens. C'est un peu crapulatoire à mon sens. Alors, ce disque-là, c'est le premier qui sort. Moi, je le trouve très bon quand même. Très bon, sauf que si Hackett était resté là, ça aurait donné vraiment un bon disque. Ça aurait donné un album majeur. On voit les pièces sont plus petites, mais il y a des canons là-dedans. Comme par exemple, la première, Down and Out, la première pièce sur le premier bord. Vraiment sublime. Ça, c'est comme Close to the Edge, mais en Genesis. Mais c'est moins long. Mais c'est vraiment génial et c'était ça, la pièce commerciale en plus. On parle de 1977 ici. T'en as une autre, la dernière pièce du premier côté aussi, qui s'appelle Burning Rope. Burning Rope, c'est vraiment très très fort. C'est vraiment une grosse pièce. Et là, Collins commence à être à son aise, parce qu'au début, il est gêné, tout le monde veut picher des bouteilles et des tomates à cause qu'il remplace Gabriel. Il y en a qui l'ont toujours pas pris, ça. Ça, c'est comme quand les Canadiens ils ont échangé Patrick Roy. Il y en a qui l'ont jamais pardonné, comme moi. Je me suis mis à prendre pour Boston. En 95, j'ai arrêté de prendre pour Canadien à cause qu'il avait échangé Patrick Roy. Ben, c'est la même affaire. Il y en a qui pardonneront jamais Genesis d'avoir mis Gabriel dehors, parce que pour eux, Genesis, c'est Gabriel. Alors que c'est plus que ça. Là, ils sont rendus 3, mais c'est encore Genesis. Et ça, ce disque-là, bizarrement, il avait été enregistré 6 mois avant de sortir. Ils ont attendu 6 mois pour le sortir, et ça, on ne sait pas pourquoi. C'est du marketing bizarre. Après, ils ont sorti ça. Là, on commence vraiment à changer par rapport au passé. Là, ça annonce un Genesis qui a plus de petites pièces. Collins commence un petit peu plus à être commercial. C'est là qu'ils sortent la tune Misunderstanding. Ça, c'est tellement un calvaire à écouter, là, cette tune-là. C'est une tune plate. Je n'ai parlé au début qu'il avait fait des tunes plates. Ben là, il commence avec ces tunes-là. C'est aussi plate que I Know What I Like. C'est plate. Mais il y a des très grandes pièces là-dedans. Duke's Travel, c'est du progressif. C'est le dernier album studio progressif que Genesis va faire. Ça, c'est juste avant les années 80. C'est peut-être 80 même. C'est peut-être 80. Ça, c'est le dernier bon Genesis qui ont sorti. Three Side Live. Il y a 2 versions de ça. La version nord-américaine, il y a 3 faces en spectacle et 1 face en studio. Et je pense à ça aujourd'hui, je ne l'ai jamais écouté. Je n'ai jamais entendu la 4e face de la version nord-américaine. Moi, j'ai la version britannique, européenne ici, qui a 4 faces en spectacle. On parle de Fountain of Salma 6 en spectacle là-dedans. Il y a même Bill Bruford, le batteur de Yes, qui joue une pièce avec Phil Collins, la dernière pièce de ce disque-là, qui est Hit, la tune qu'on parlait tout à l'heure, la pièce qu'on parlait tout à l'heure du disque Lamb Lies Down on Broadway, ici. Alors ça, c'est vraiment le dernier bon. Il est très très bon ce disque-là, très bon son, un album majeur. Et après, ça dérape. Et oui. Le jeune, si jamais tu vois ce disque-là, achète pas ça. Ça, c'est là qu'il décide d'être commercial, pourri. Et là, Collins, il devient une grosse vedette. Il fait plein de disques solo. Il fait des films, il fait des séries télévisées. Tu n'es pas capable de tomber sur un poste de radio sans entendre une tune de Phil Collins. Et le monde sont tannés de Phil Collins. Après ça, ils font ce disque-là. Achète pas ça. Achète pas ça. Là, on est rendu dans le commercial total. Les années 80 de merde. Et pour moi, c'est fini. C'est vraiment fini. Donc,
le jeune achète aucun disque de Genesis après celui-là, qui a été fait en 1980, je pense. 81? Je pense 81, je vois pas, c'est trop petit. C'est vraiment un album. Pour aller à SQDC, là tu te trompes pas, c'est impossible. Je te recommanderais, le jeune, là, une année, là, mettons, tu as de l'argent, là, fais-toi venir ça. Je vais mettre le lien. Il y a une espèce de certificat ici, là, et c'est la version enregistrée à vitesse 2 fois moins vite. C'est bien important parce qu'il y a une grosse différence entre ça et la version d'avant. Et tu achètes ça à Noël, puis après ça, tu achètes celui-là à Noël avec. Là, tu vas avoir 4 disques de Genesis. Puis il n'y a aucune tune qui se répète. Avec ces deux-là, tu vas passer un bon réveillon. Très bon réveillon. Fait que tu as 6 mois pour ramasser tes petits 5$, le jeune, pour t'acheter ça. Parce que celui-là, je te préviens, il est 85$. Mais je pense que tu peux l'avoir sur Amazon pour 60$. Mais je ne suis pas sûr. Mais oublie pas, tu as une espèce d'étiquette. On le voit sur la photo ici. Là. Okay? Ça, c'est bien important. Puis tu as un papier comme quoi dedans que ça a été refait et enregistré. Et c'est une grosse galette. Là. C'est pas du cheap. Tu vois, ça bouge pas. Je suis pas capable de le plier, je suis pas capable de rien faire avec ça. Là. Je suis pas capable. OK? Ça, c'est de la qualité totale. Les vrais vinyles, maintenant, c'est comme ça qu'ils sont faits. Et j'ai le goût de toutes les racheter. C'est sûr que avoir du vinyle, c'est pas... écouter de la musique en vinyle, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. C'est pas qu'est-ce qui prend le moins de place. Puis c'est pas qu'est-ce qui coûte le moins cher. Mais si tu aimes la musique, tu vas avoir une grosse différence si tu as un bon système de son avec une aiguille et des disques comme ça. Parce qu'on dirait que quand ça a été numérisé, il y a quelque chose qui a été perdu. Et regarde comment c'est tordu, le jeune. Au début, on avait ces disques-là. Moi, je les ai mis de côté quand le CD est arrivé. Pendant 20 ans, j'écoutais plus de vinyle. 25 ans même. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils ne vendaient même plus de lecteurs. Que la musique s'était rendue immatérielle. Que c'était rendu sur Internet. Fait que là, j'ai ressorti mes vinyles. Ils étaient intacts. Ils n'avaient pas changé depuis 25-30 ans. Ils étaient tous exactement comme je les ai laissés là. Un CD, par contre, regarde ça 15 ans plus tard, il va commencer à avoir des taches en arrière, il va avoir des dommages, même si tu ne l'as pas écouté pendant 5 ans. Les vinyles, ça reste tout le temps pareil. Donc, ils ont essayé de voler, d'un sens, la culture musicale. Parce que, regardez, quand ils faisaient des CD au début, ils faisaient juste des CD à partir d'albums qui se vendaient. Ceux qui ne se vendaient pas, ils ne faisaient pas de CD pour ça. Donc, ça s'en allait aux oubliettes. Fait que regardez maintenant, les CD, ça n'existe plus. Les lecteurs, ça n'existe plus. C'est tout rendu dans le nuage sur Internet. D'un coup, il y a une panne. D'un coup, il y a quelque chose qui explose, une bombe magnétique. Il n'y a plus de musique, ça n'existe plus. C'est comme un complot, le jeune. Fait que là-dessus, je vais te laisser sur ça. On va voir les réactions. Et on va revenir avec une autre émission bientôt. Fait que je te souhaite une bonne soirée, puis un bon été, puis des bonnes vacances, le jeune. Bye!